島からわずかの距離なんですけれども、沖合に出現した直径およそ乾杯。Bonjour et bienvenue sur le podcast Kanpai format actualité, émission dans laquelle on vous sélectionne et on vous résume l'actualité japonaise. Et c'est déjà Gaël, notre 79e podcast, et c'est notre 16e format actualité, donc ça va vite. Et j'en profite aussi pour te saluer au passage Gaël. Bonjour Gaël. Salut Charlie. On va aussi en profiter pour remercier nos auditeurs et nos auditrices, puisque le podcast actualité il fonctionne bien, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter, et on salue au passage les nouveaux et les nouvelles arrivantes pour ce format qui nous écoute en ce moment, et ça nous fait toujours très plaisir. Merci aussi de partager ce podcast et puis nos articles de Kanpai sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, on va vous parler de tourisme, de société, de politique et d'économie, enfin de pop culture dans ce podcast, et pour faciliter l'accès à ces informations, vous pouvez regarder les timecodes que l'on met généralement dans les descriptions, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, Instagram, etc. On met les timecodes, et donc sur PodCloud aussi, où vous pouvez retrouver le podcast. Et sur vos applications Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. Ouais. Sans plus tarder, Gaël, on se lance avec une vingtaine d'infos aujourd'hui, diverses et variées, et donc je te laisse la main pour cette première actualité. On commence notre partie sur le tourisme. Et oui, première actualité de notre rubrique tourisme. Alors on pensait plutôt vous en parler dans le podcast du mois prochain, juste avant le démarrage. Mais en fait, il y a tellement de choses un peu absurdes que on a décidé de vous en parler dès maintenant de l'exposition universelle 2025. Alors vous aviez fait un podcast complet, un format destination avec Marjorie et Kelly pour parler donc de cette fameuse expo universelle 2025 à Osaka qui aura lieu pendant 6 mois à partir du 13 avril. Et bien en fait, il y a un très sérieux manque d'intérêt, un manque d'engouement, de hype en fait pour cet événement international qui pourtant devrait servir à faire rayonner le Japon un petit peu dans le monde entier, mais malheureusement un petit peu comme on a envie de dire comme souvent, le Japon n'arrive pas à capitaliser sur l'événement. Donc pour rappel, c'est un événement comme je l'ai dit qui aura lieu pendant une demi-année à partir du mois d'avril, du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre à Osaka, sur une île artificielle qui s'appelle l'île de Yumeshima, qui veut dire l'île des rêves. Et en fait, le problème principal, c'est que les ventes de tickets sont bien moindres par rapport à ce qui était envisagé. En effet, l'objectif était de 14 millions de ventes anticipées, c'est-à-dire avant le démarrage de l'expo. Et en fait, on est on a un tout petit peu plus de la moitié. En réalité, à fin janvier, on était à 8 millions de ventes, quasiment 8 millions de ventes. Donc ça risque d'être très compliqué d'atteindre les 14 millions d'ici au 13 avril. Alors au-delà de ce chiffre brut de la statistique, c'est vraiment la qualité de l'information et la complexité d'accès aux entrées qui est vivement critiquée. En effet, quand vous achetez un billet, déjà c'est pas très simple de comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, le site n'est pas forcément idéal en termes ergonomiques, d'expérience utilisateur. Ensuite, il y a la question de la récupération des QR codes. Alors, il faut le faire depuis un smartphone ou depuis un ordi. Si vous le faites une fois, vous pouvez pas le faire une autre fois. Si vous avez des enfants qui n'ont pas de smartphone, c'est assez compliqué. Et pour couronner le tout, il y a une loterie en fait pour savoir quel pavillon vous aurez le droit de visiter. Ah non, mais c'est vraiment aberrant. Ça fait partie de ces choix japonais qui sont pas logiques, j'ai envie de dire pas capitalistes, mais dans un bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a un super événement, il y a la possibilité, encore une fois, que le Japon se présente aux yeux du monde d'une super manière, et ils font, on a l'impression, tout pour compliquer les choses et les rendre vraiment difficiles pour beaucoup de gens, malgré tout, qui souhaitent aller voir cette expo et en profiter pour visiter le Japon. Et même nous, pour vous dire, c'est une petite parenthèse, mais en tant que professionnel du tourisme, on a été contacté par l'organisation de l'exposition universelle qui doit nous faire une sorte de petite réunion en ligne pour essayer de promouvoir un petit peu les choses, et on va en profiter nous pour leur parler des difficultés, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on reçoit beaucoup de la part de nos lecteurs. Donc l'association japonaise pour l'exposition universelle de 2025 s'attend à ce qu'il y ait quand même plus de 28 millions de visiteurs qui foulent Yumeshima. Alors c'est malheureusement bien moins que l'événement de 1970 qui avait aussi eu lieu à Osaka au Japon et qui avait lui accueilli 64 millions de visiteurs. C'est quand même plus de 2 fois moins, et alors que c'est un objectif, donc on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait même pas ces 28 millions de visiteurs. C'est fou, c'est qu'on a à une époque où on voyage plus facilement, où l'info passe sur les réseaux sociaux, etc. Et l'objectif est vraiment moitié moins que ce qu'ils ont déjà fait, alors qu'on était dans les années 1970. Ah oui, là ça n'a pas encore commencé, donc on va pas faire les oiseaux de mauvais augure, ni faire du mauvais esprit, mais on peut quand même considérer que là on se dirige un petit peu vers un fail, j'ai l'impression. Un fail qui coûte cher encore, parce qu'ils ont déjà eu les JO il y a pas longtemps. Ouais, oui, ça on va pas en reparler. Mais oui, bon. On est sur écoute.
bonne analogie. Donc face à cette désillusion, le Premier ministre Shigeru Ishiba a déclaré que le gouvernement japonais envisageait d'introduire la vente de billets le jour même, directement, donc ça veut dire à partir du mois d'avril, donc quand l'exposition va démarrer, malgré cette décision antérieure de ne pas le faire, c'est-à-dire qu'au départ il était prévu juste de faire la vente en anticipé surtout, et puis de la vente en ligne pour éviter d'avoir des longues files d'attente sur le site, et bien il y a tellement peu de ventes qui vont probablement mettre des bureaux de vente directement sur place, peut-être pour les voyageurs qui souhaitent s'y rendre et n'avaient pas préparé leur achat en ligne avant. Autre décision pour stimuler les ventes, il se pourrait qu'avec l'achat d'un billet pour l'exposition universelle, vous bénéficiez de 10% de réduction sur vos entrées au parc Universal Studios. Donc il y a une sorte de petite association là entre les deux qui pourrait encourager justement les voyageurs et les visiteurs à aller à l'expo universelle. Comme ça, si vous aimez avoir des difficultés pour avoir un QR code pour l'expo, vous pouvez avoir des difficultés à obtenir votre pass de cette attraction. Ouais, parce que c'est encore un autre problème, mais là on va nous accuser de cynisme. Alors pour aussi faire un petit peu parler un peu plus de l'expo universelle, eh bien souvenez-vous de cette mascotte très particulière, pour le moins spéciale, qu'on appelle Miyaku. C'est la mascotte en fait de l'expo universelle. Alors les Japonais adorent leur mascotte. Là il y a eu, alors Kelly vous en parlera, c'est assez rigolo parce qu'il y a eu un vote en fait en ligne pour déterminer la mascotte. Alors il y a eu un petit jeu en fait sur internet de la part de beaucoup d'internautes qui ont piraté un petit peu les votes pour troller, et ils ont voté pour Miyaku, donc ce fameux personnage bleu avec plein de boules rouges autour de la tête, une créature dont son histoire en fait qui dit qu'elle est née il y a 3,5 milliards d'années. Alors moi personnellement elle me fait plutôt penser à un virus qui me rend mal à l'aise. C'est vrai. Mais après bon. Et bien du 3 au 6 mars seront diffusés 8 épisodes animés de cette mascotte. Un animé qui s'appellera Hi Miyaku Des. Ça veut dire oui, bonjour, je suis Miyaku. Alors l'organisation de l'exposition universelle est créditée pour la production et l'écriture de cet animé, où Miyaku va parler aux spectateurs de la vie et du futur à certains autres personnages, et ce sera visible sur la chaîne de télé NHK. Donc on a l'air d'être un peu très critique, désolé là dans cette news. En fait c'est juste qu'on est assez déçu parce que encore une fois c'est un super événement, et comme tu l'as dit Charlie, ça nous fait un peu penser au JO. Alors il y avait un autre contexte, là il n'y a pas vraiment de frein ou de limite particulière. On a l'impression que le Japon se met tout seul des bâtons dans les roues pour que ça marche pas en fait, ou pour rendre les choses compliquées. On est un petit peu déçu, on trouve ça dommage, et on aimerait vraiment que ça fonctionne super bien, et il y a beaucoup de voyageurs qui sont intéressés, donc on souhaite que ce soit, là il reste encore un petit peu de temps, que ce soit rendu plus facile pour que chacun puisse profiter au mieux de cette visite qui va être super. Ça reste une expo universelle, c'est un gros événement. Le Japon a connu récemment, donc tout début février, la vague de froid la plus intense de l'année et d'ailleurs de ces dernières décennies. Donc c'est arrivé au Japon récemment, et de nombreuses alertes ont été lancées tout du long de cet événement concernant les transports notamment qui ont pâti de cette météo, donc que ce soit en voiture, en train ou en avion, et c'était très difficile de circuler, que ce soit pour les humains ou pour les marchandises. Et on a aussi vu des recommandations diverses et variées du gouvernement japonais en cas de coupure notamment électrique, car l'amoncellement de ces neiges fortes, on va les décrire un petit peu plus après, peuvent engendrer des coupures électriques, et il y a les canalisations également qui peuvent geler, parce qu'on rappelle, quand il fait froid au Japon, il fait vraiment très froid et beaucoup de neige, vous le verrez. Et il y a aussi des alertes concernant de fortes vagues en mer. Il y a eu des trains qui ont été arrêtés, voire très fortement ralentis entre certaines destinations. En tant que touriste, évidemment, ça a impacté. Ça a impacté de très nombreux voyages, évidemment, de voyageurs japonais ou internationaux. Pour décrire ces neiges qui sont tombées, dans le Tohoku, par exemple, jusqu'à 100 cm de neige sont tombés en quelques dizaines d'heures. Donc ça va très vite. À Shirakawa par exemple, dans la préfecture de Gifu, la quantité de neige tombée a atteint 129 cm en 48 heures, un record selon l'agence japonaise de la météo. Il y a eu aussi 50 cm en 12 heures à Toyama, et dans le sud on a même vu tenir un peu la neige sur 2 cm d'épaisseur en 6 heures à Kagoshima. Donc là, pour qu'il neige à Kagoshima, c'est vrai que c'est un peu plus je crois que c'est beaucoup plus rare. Ouais. Pour terminer, je voudrais juste rajouter que malgré ces contraintes, c'est quand même une chance de pouvoir voir le Japon sous la neige. Et oui, comme disait Trump, quel réchauffement climatique, moi j'ai froid. Oui.
C'est vrai que on va en reparler de Monsieur Trump, hein, mais il en dit des choses. Non, mais après, c'est vrai que voilà, les changements climatiques, ça veut dire beaucoup plus de chaleur en été, mais ça veut aussi dire des événements comme ça qui peuvent survenir, des vagues de froid. Et là, c'est vrai que tout le mois de février a été concerné, en particulier le début février, mais au moment où on enregistre cette news, je crois qu'il y a une autre vague qui est prévue pour un peu plus tard dans le mois. Donc, alors, ce que ça ne vous empêche pas de voyager, parce que là, c'est vraiment très très rare, des épisodes comme ça. Mais c'est vrai que bon, après, de toute façon, tout est toujours bien organisé. On peut, voilà, on a eu le cas de voyageurs qui ne pouvaient pas aller jusqu'à, tu parlais de Toyama, c'était Takayama en l'occurrence, ils sont partis sur Kyoto. On peut toujours s'arranger en fait. La vie ne s'arrête pas, même s'il neige beaucoup. Et oui, moi j'ai vu, alors pour rebondir sur ce que tu disais, j'ai vu sur Twitter, enfin X, des vidéos de japonais qui avaient fait des time-lapse devant chez eux, donc dans le nord du Japon, de la neige qui voilà, notamment à Hokkaido et puis dans le nord du Tohoku. Et c'est assez impressionnant de voir en une nuit toute la neige qui s'amoncelle et qui fait disparaître les voitures, etc. Ah oui, voilà, c'est que il parlait justement que les voitures disparaissent en une nuit dans certaines régions. Et il y a aussi des vidéos, alors je sais pas si c'est dû aux fortes tempêtes de neige ou si c'était un souci lié aux remontées mécaniques tout simplement, mais des gens qui font la file d'attente interminable sur les stations de ski, et les gens qui remontent la piste à pied parce qu'il n'y a rien pour les amener en haut, et ça a l'air impressionnant et très courageux, hein. Je pense que ces gens ont dû faire de l'avion avant de venir, parce que moi j'aurais pas fait ça. Et oui, on parle de réchauffement climatique dans le sens où ces vagues-là sont plus intenses qu'avant et plus récurrentes. Alors après, évidemment, il a toujours neigé au Japon, en tout cas dans certaines parties du Japon. C'est pas parce qu'il y a le réchauffement climatique qu'il y a de la neige aujourd'hui, quoi. Ça a toujours été. Donc aussi, le Japon est très préparé à ces coupures, à ces ralentissements de train s'il y a besoin, etc. Alors le Japon a été la destination favorite des voyageurs chinois pendant leur nouvel an. Donc on vous l'a déjà souvent expliqué en fait dans nos podcasts. Janvier et février sont généralement les périodes touristiques les plus calmes pour voyager au Japon, avec beaucoup moins de fréquentation touristique. Eh bien, à l'exception des touristes chinois, ça il faut toujours le garder en tête. On en a parlé dans notre article sur Kanpai pour choisir la bonne période de voyage, qui eux viennent en nombre pendant leurs vacances du nouvel an lunaire qui dure une bonne semaine. Donc ça généralement c'est fin janvier. En 2025, les réservations de voyageurs chinois ont doublé par rapport à 2024. Alors il y a eu différentes raisons qui expliquent cela. D'abord le cours du yen bas, donc on vous explique depuis quand même assez longtemps maintenant. Et puis l'amélioration des rapports diplomatiques entre la Chine et le Japon, ce qui fait qu'il y a une facilitation des visas et qui permet, ce sont des facteurs amélioratifs de ce phénomène d'accroissement touristique des Chinois vers le Japon. Alors il faut savoir qu'auparavant c'était la Thaïlande qui était la première destination préférée des Chinois pour cette période de leur nouvel an. Et bien aujourd'hui c'est le Japon. Alors pourquoi ? Il y a une raison qui est très simple, c'est que la Thaïlande a été déclassée à cause d'un incident, un gros incident quand même, parce qu'il y a une star du cinéma chinois qui a eu des problèmes dans une région qui est située entre la Thaïlande et le Myanmar, des problèmes avec des escrocs, et en fait il a disparu. Donc c'est vrai que ça a un petit peu refroidi la population chinoise qui s'est un petit peu retournée vers le Japon. Alors que vont voir les Chinois au Japon pendant leur nouvel an ? Eh bien des paysages enneigés évidemment, parce qu'on est en hiver avec des sources chaudes, donc des onsen. Ça c'est plutôt dans le nord, donc Sapporo, Hakodate, Takayama dans les Alpes japonaises. Il faut savoir que la Chine fait aussi pas mal la promo des sports d'hiver, hein. Le Japon, on le répète, a un super domaine skiable avec de la neige de très très bonne qualité. Ils vont aussi voir les grandes villes, donc Tokyo, Osaka, Kyoto bien entendu, pour faire du shopping. Et puis les parcs à thème, hein, donc les parcs d'attractions, etc. Alors, autre actualité qui concerne les touristes, malheureusement, des hommes ont été arrêtés pour avoir forcé des femmes à se prostituer, principalement justement pour une activité tournée vers les touristes étrangers dans le quartier de Kabukicho. Décidément, en ce moment, on parle souvent de ce quartier-là. À Tokyo, oui. À Tokyo, et sachez qu'en journée, par contre, c'est très clean. Voilà. Safe, ouais. Un des 7 hommes arrêtés, qui s'appelle Kazuki Sudo, il a 54 ans, il est gérant d'un salon intitulé Sparaku, et son salon proposait effectivement des services sexuels à bas prix avec des japonaises pour des étrangers, donc acceptant au passage des devises étrangères pour ces services. Et c'est un des autres hommes arrêtés qui a déclaré que le salon permettait aux clients de payer dans la monnaie de leur pays respectif et recevait des instructions de leur guide accompagnateur sur la façon de payer ces prestations. Ouais, alors moi c'est une grosse surprise en fait de cette news, hein, pour ma part, parce que
bon, il y a évidemment des services sexuels au Japon, avec une loi qui est aussi un petit peu à géométrie variable, on va dire, c'est-à-dire qu'elle est moins regardante, par exemple, sur la représentation des jeunes filles, notamment mineures, tant qu'elles sont dessinées, mais aussi, par contre, on cache beaucoup les poils, donc ça c'est assez connu, par exemple, mais il y a quand même de la prostitution au Japon. Par contre, pour les touristes, c'est un petit peu une surprise, et surtout, là, ce que tu expliques, la manière de pouvoir payer en devises, etc., on voit que c'était clairement ciblé vers les étrangers. Ouais. Oui, donc là c'est aussi pour ça que la police a frappé fort, et apparemment ce serait une des plus grosses affaires où des hommes ont été arrêtés pour ce genre d'activité. Donc évidemment, choisissez bien vos agences, restez sur des agences spécialistes du Japon pour pas aller dans ce genre de demande, parce que là c'est un petit peu particulier. Mais t'as bien fait de rappeler, Charlie, par contre, que Kabukicho, donc c'est un sous-quartier, entre guillemets, c'est un district de Shinjuku, donc à Tokyo, et c'est complètement sûr, si vous voulez aller le visiter. On dit que c'est le quartier rouge, le quartier chaud, mais en fait il y a pas de problème. À partir du soir, effectivement, quand la nuit tombe, il y a des rabatteurs qui vous encouragent à aller dans les bars à host, à hostess. Alors méfiance quand même, parce que il y a des droits de table, etc. L'addition peut très vite monter si on parle pas japonais, ça peut être un peu surprenant, mais ça n'empêche pas qu'on peut se balader librement dans le quartier sans rentrer dans des établissements pour voir un petit peu. C'est totalement safe. Et pour la petite anecdote, c'est un quartier qui est représenté très fortement dans le jeu Yakuza, donc Ryuga Gotoku, et qui s'appelle Kamurocho, donc c'est un petit peu ironique. Dernière news de notre partie tourisme, on va parler d'un zoo à Sapporo qui va fermer pour des raisons, vous allez voir, assez insolites. Alors ce zoo qui s'appelle le North Safari Zoo avait la réputation plus ou moins avérée d'être le zoo le plus dangereux du monde. Je suis pas certain quand même. Le plus vétuste peut-être. Ouais. Mais en fait c'était un zoo interactif. Alors là encore le terme est assez discutable. En fait le principe c'était de pouvoir un petit peu plus qu'ailleurs sans doute, plus que dans d'autres zoos, manipuler les animaux. Donc on pouvait par exemple faire de la motoneige sur chien de traîneau, enfin avec des chiens de traîneau. On pouvait manipuler des hiboux, des serpents, des kangourous, donc je me demande un petit peu ce qu'ils font à Hokkaido, mais bon, des singes, des renards, des manchots, ou encore nourrir des tigres à travers la cage, donc là il faut avoir du courage, et même dormir avec un phoque dans sa chambre. Est-ce que c'est quelque chose qui te tentait, Charlie ? Ah mais je ne savais même pas que c'était envisageable, et on voit donc sur des photos une famille où les enfants sont allongés sur un matelas et une sorte de bébé phoque dans une cuve à côté. Magnifique. Ouais, fallait l'inventer. Évidemment, comment ne pas couronner tout ça, une dure journée fatigante, par un bon barbecue avec de la viande de cerf et de graisse d'ours que vous auriez choisi au préalable. Ouais. Alors pourquoi on parle de ça au passé ? Tout simplement parce que ce zoo, alors on en rigole mais c'est pas drôle, ce zoo est contraint de fermer. Alors ce qui est pas drôle, c'est pas qu'il soit contraint de fermer, c'est ce qui s'est passé avant, parce que en fait ce zoo a fonctionné pendant 20 ans sans permis ni autorisation. Donc ça c'est assez fou. Là pour l'instant on n'a pas encore de date de fermeture annoncée, mais évidemment on espère que ce soit le plus rapidement possible, parce qu'en termes de traitement des animaux on n'est pas super. Et sur le site officiel de ce zoo, j'ai vu passer une note sans doute de la direction, qui indiquait que non, ils vont pas fermer, et que ce sont de fausses informations. Sauf qu'après, ça on l'a lu et vu dans les médias, donc à voir. En tout cas, on essaiera peut-être de suivre cette affaire s'il y a besoin. Et petit point là-dessus par rapport à la position de Kanpai sur ce type d'activité. On n'incite évidemment pas à pratiquer ce genre d'activité en lien avec les animaux. Le Japon, en plus, est connu pour avoir une relation particulière avec ce type d'activité. Sur notre site, on diffuse parfois, c'est vrai, des articles concernant des sites touristiques très fréquentés, des aquariums ou autres, ou des zoos d'ailleurs. Souvent, on ne le fait pas sur tous les zoos parce qu'on les considère pas comme des activités à faire. Par contre, ça vous permet aussi, si vous lisez bien les articles, il faut bien lire l'article, c'est pas parce qu'on met une photo de poisson dans un aquarium que l'article promeut cette activité-là. On vous explique un peu les tenants et les aboutissants aussi de ces activités, et comme ça, vous êtes plus à même de vous choisir si vous voulez participer en famille ou pas à ce genre de choses. Donc voilà, c'était un petit point à faire là-dessus quand même. Bon, t'as raison, parfois on fait une fiche aussi pour dire aux gens de ne pas y aller, en fait, expliquer à nos lecteurs que c'est déconseillé. Après, chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Oui, des bars animaux, etc. On peut avoir des fiches dessus sans pour autant en faire la promotion. Alors, sans transition, première news de notre rubrique société, on va parler de baseball, et plus concrètement, on va parler de peine de prison en fait pour fraude, parce qu'en effet l'ex-traducteur de Shohei Ohtani,
donc le fameux joueur, la star de baseball international. Son traducteur s'appelle Ippei Mizuhara. Il a été condamné à 4 ans et 9 mois de prison et 18 millions de dollars d'amende le 6 février dernier, donc en Californie, pour avoir tout simplement volé son patron en quelque sorte. Hein, c'est lui qui l'a accompagné un petit peu partout pour traduire, parce qu'il faut savoir que Shohei Ohtani, qui est japonais, ne parle pas anglais, donc son traducteur attitré qui le suit un peu partout. Alors, Mizuhara a détourné quand même 17 millions de dollars à la superstar japonaise pour rembourser ses dettes, qui sont, elles, liées à des paris sportifs illégaux et à ses dépenses personnelles. Donc, comme souvent, le condamné a déclaré au tribunal « Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait ». Alors après avoir purgé sa peine, quasiment 5 ans de prison, on le rappelle, il pourrait aussi être expulsé vers le Japon et donc quitter la Californie. Alors on va citer des exemples de ce qu'il a fait. Donc ce détournement de 17 millions de dollars d'un des comptes du joueur de Ohtani, donc notamment le 21 novembre, pour payer un bookmaker pour ses paris sportifs. Il a également volé plus de 300 000 dollars à la star pour acheter des cartes de baseball de collection pour les revendre ensuite, sur le bon coin peut-être. Et il dit aussi avoir eu besoin de cet argent volé pour se payer un logement luxueux plus proche de celui du joueur afin de mieux l'aider. Ça, celle-ci, j'ai trouvé ça pas mal quand même. Faut oser. Elle est très bien. Donc il aurait réalisé au total plus de 19 000 paris d'une moyenne quand même de 12 800 dollars par pari entre décembre 2021 et janvier 2024. Donc c'est BetClick qui était très content. Alors Mizuhara est venu aux États-Unis avec Ohtani en mars 2018. Il a aidé le joueur de baseball à ouvrir son compte bancaire et c'est ce compte bancaire justement sur lequel il a volé l'argent. Donc pour rappel, le joueur Shohei Ohtani joue pour l'équipe de Los Angeles avec laquelle il est lié par un contrat de 700 millions de dollars sur 10 ans. Donc ça va pas être trop grave pour lui en termes de finances, je pense qu'il risque de s'en remettre. Alors ce qu'on voulait aussi en profiter, parce que là c'est vrai que c'est une news un peu déportée, ça concerne des Japonais qui sont aux États-Unis, en Californie, c'était surtout la mettre en perspective avec deux récents cas qu'on a vus et qui nous ont un petit peu fait sauter au plafond avec Charlie. Alors je sais pas si vous vous souvenez d'une news dont on avait parlé, c'était pas le mois dernier, peut-être le mois précédent, ou en tout cas voilà, il y a très récemment dans le podcast Actu, du député Tamotsu Shiiki, donc un ancien député en fait, 58 ans, qui avait agressé sexuellement une jeune fille de 12 ans dans un karaoké. Eh bien sa peine a été prononcée, eh bien sachez qu'il s'en sort avec un sursis de 3 ans. Voilà, donc il vaut mieux faire des attouchements sur mineurs plutôt que de voler des millions de dollars à une superstar. Oui, c'est donc ça, le verdict a été rendu le 3 février, et en fait cet homme il sort libre, même si c'est avéré, il n'est pas considéré comme agresseur sexuel. Donc, pour continuer dans les faits divers, alors un petit peu moins sordides, mais surtout pour mettre en lumière un petit peu je vais pas dire le manque de discernement, mais les différences de traitement de la justice japonaise. On va parler dans un autre registre du cas d'une femme de 40 ans, le 10 février dernier, qui a été accusée d'avoir, tiens-toi bien Charlie, je m'accroche, d'avoir écrasé un petit pain dans un sachet en plastique dans un combini. Vers 13h50, eh bien, ce petit pain coûtait quand même la somme de 181 yens, c'est-à-dire un peu plus d'1 €. Et comme ce petit pain, alors je vais essayer de le dire sans rire, mais n'a pas repris sa forme initiale, eh bien, elle a été accusée de destruction de biens. Donc le propriétaire de la boutique a immobilisé cette femme avant qu'elle ne s'échappe, et il a appelé la police. Donc cette femme a été arrêtée, et on espère pour elle qu'elle ne fera pas les 23 jours de garde à vue, et surtout que ça n'ira pas plus loin. Parce que là c'est quand même un petit peu absurde. Oui, ça me rappelle toujours, on en avait déjà parlé, mais le cas du professeur qui avait fait 4 fois un café long au lieu d'un café court quand il s'est servi en combini, et dont on a supprimé la retraite, etc. Donc pour de petites choses, des fois ça peut aller très très loin. Vous n'êtes sans doute pas passé à côté, le sol a cédé sa place à un gouffre sur une intersection près de Tokyo à Yashio, dans la préfecture de Saitama. Donc c'était le 28 janvier et ce gouffre a englouti au passage un camion qui était présent avec son passager de 74 ans. Donc il y a une vidéo de surveillance sur laquelle on voit en fait le trou se former de façon quasiment instantanée. Et vu que c'est dans un virage et que je pense qu'il y avait un feu rouge ou quelque chose comme ça, la camionnette démarre et en fait le conducteur n'a pas du tout
eu le temps de voir ce trou se former et il est tombé à pic et la camionnette disparaît vraiment à la verticale. Donc la première apparition a laissé un trou béant de 10 mètres de long sur 6 mètres de profondeur, c'est aussi pour ça que la camionnette a fusé vers le bas et selon les responsables du gouvernement préfectoral, l'effondrement de la route pourrait être dû à une canalisation d'égout fortement corrodée qui passe à 10 mètres sous terre. Donc en fait c'est que les sédiments qui sont environnants, enfin qui sont autour de ces canalisations, auraient coulé dans la canalisation, donc ça crée un espace vide sous la route, et ça a rendu donc impossible à la surface de supporter le poids de quoi que ce soit en plus du bitume. Donc le gouvernement local soupçonne que la corrosion a été causée par l'acide sulfurique qui se forme lorsque le sulfure d'hydrogène, le gaz d'égout donc, est exposé à l'air. Et depuis, le gouffre s'est étendu sur 40 mètres et 15 mètres de profondeur. Il y a aussi les secours qui sont intervenus évidemment le plus rapidement possible, sans pour autant arriver à sauver l'homme. Au début, il l'entendait. Et après, la camionnette a continué sa route dans les égouts. Donc au moment où on enregistre ce podcast en tout cas, les drones qui ont été mis en aval, donc dans les eaux usées, ont détecté la cabine, mais sans pour autant savoir si l'homme était encore à l'intérieur ou non. Et en attendant, donc les services pour éviter que le gouffre se remplisse d'eau, eh bien les eaux usées sont traitées avec du chlore et déversées directement dans la rivière Niigata de cet endroit. Il y a aussi des habitants qui ont été évacués sur 200 mètres à la ronde, voire peut-être un peu plus après, qui ont été réfugiés dans un collège voisin. Et environ 2600 cas d'effondrement de route ont eu lieu en 2022 et qui étaient eux aussi causés par des soucis de canalisation d'égout. Donc on suppose qu'il y aura un gros travail à faire dans le futur à ce niveau-là. Et la plupart par contre étaient d'une profondeur de 50 cm ou moins. Donc rien à voir avec ce cas-là qui est exceptionnel. Je me souviens d'un cas à Fukuoka, donc pas loin de la gare, il y a peut-être une dizaine d'années, où il y avait eu de la même manière un gouffre qui s'était formé. Donc il n'y avait pas eu de blessés ou de morts. Mais ce qui avait été assez impressionnant, c'était de voir qu'en quelques jours seulement, tout avait été remis à neuf. Et ça, c'était vraiment la démonstration de l'efficacité japonaise, en tout cas, sur ce genre de choses. Aussi résilient que d'habitude, c'est que là, pour l'instant, ils sont, je crois, toujours en recherche de cet homme. Donc, vu qu'ils ne savent pas où il est, pour l'instant, ils ne rebouchent pas. Et ils ont essayé de construire une rampe, donc ils ont creusé un peu plus, etc. Ouais. Mais c'est vrai que 40 mètres sur 15 mètres de profondeur, c'est quand même gigantesque. Alors, les étrangers vont être autorisés à travailler dans les ryokan, dans la partie restauration. On va vous expliquer un peu tout ça, parce qu'il y a, comme vous le savez, d'importantes pénuries de main-d'œuvre au Japon qui vont de plus en plus, qui s'intensifient et qui demandent de plus en plus au gouvernement, qui nécessite de s'adapter en fait et de revoir les politiques d'intégration des étrangers sur son territoire, notamment au niveau du travail. Eh bien, les célèbres auberges traditionnelles japonaises, les ryokan, n'échappent pas à la règle. En effet, le gouvernement envisage de permettre aux étrangers de travailler dans ces institutions et ils pourront donc prendre des commandes, servir, cuisiner dans les restaurants des auberges et des hôtels de style japonais. Donc ceci a lieu dans le cadre d'un programme de visa spécifique qui concerne les travailleurs qualifiés et qui leur permet de travailler dans les restaurants et hôtels agréés par la loi sur le secteur du divertissement. Donc ce programme est assez codifié par champ de compétences. Il permet aux travailleurs étrangers de rester dans le pays à moyen et long terme, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent. Donc il y a différents types, je ne sais pas si on va aller vraiment dans le détail, mais en gros il y a des types 1, type 2, et selon les compétences des travailleurs, ils peuvent travailler dans entre 11 et 16 domaines, et puis avoir des visas qui leur permettent de rester jusqu'à 5 ans, voire rester indéfiniment, peut-être avec le visa permanent. Donc la restauration est incluse dans ces deux cas, mais d'habitude les étrangers concernés par le programme ne peuvent pas travailler, je cite, dans des restaurants agréés en vertu de la loi sur les entreprises du divertissement, afin de leur garantir un environnement de travail sûr. Alors, je pense que ça fait plutôt référence justement aux bars à host et hostess dont on parlait tout à l'heure. En tout cas, les ryokan étaient exclus du champ de capacité de travail en fait des lieux dans lesquels les étrangers pouvaient travailler, mais maintenant ce ne sera plus le cas à partir de ce printemps 2025. Donc, on ne sait pas encore quelle masse salariale sera concernée pour combler le manque de main-d'œuvre japonaise. Mais moi, ce qui m'a surtout fait rire, je ne sais pas si c'est drôle, mais en tout cas dans cette news, c'est que même si les étrangers pourront faire la cuisine, je pense aussi faire la plonge beaucoup, servir les clients des ryokan, ils ne pourront pas leur servir à boire. Et j'avoue que je ne sais pas vraiment pourquoi.
Je n'ai pas la réponse à cette question et je ne sais pas aussi si ce sera du travail choisi. Est-ce qu'ils vont choisir les étrangers ou pas? Parce que le Japon peut avoir tendance à faire ça pour certains champs de métier. Et donc là, je ne sais pas du tout pour celui-ci, s'ils vont choisir des personnes qui sont asiatiques ou occidentales ou pas, quoi. Vous avez forcément entendu parler de cette drôle d'affaire, l'affaire Brad Pitt et sa romance avec, alors romance entre guillemets évidemment, avec Anne, une Française décoratrice d'intérieur. Cette histoire de fraude sentimentale dans laquelle une femme s'est faite extorquer pas moins de 830 000 €. Donc ça fait écho en fait avec notre news du mois, puisque le Japon lui aussi fait face à ce type d'arnaque qui aurait doublé en 2024 par rapport à 2023. Donc ce serait 800 millions d'euros qui seraient ainsi partis dans les poches des arnaqueurs en 2024 selon la police japonaise. Et ici on compte toutes les arnaques de type investissement ou arnaque sentimentale. Et pour ces arnaques sentimentales d'ailleurs, on les appelle aussi les romance scamming, où l'escroc se rapproche de la victime pour construire une relation étroite avec elle avant de lui soutirer de l'argent. Et l'Agence nationale de la police a reporté 832 cas de ce type entre janvier et avril 2024. Alors dans la très grande majorité de ces escroqueries, elles se font par téléphone depuis des numéros étrangers et les transferts d'argent, eux, se font via Internet, principalement via les banques en ligne apparemment. Il y a d'autres techniques qui opèrent sur les réseaux sociaux, comme avec des images volées des célébrités utilisées dans des pubs en ligne, et les personnes qui cliquent dessus et qui sont ensuite intéressées par les produits à vendre, elles sont à maintes reprises contactées par des escrocs, et ça se passe après surtout sur les messageries Line ou sur Instagram afin de gagner leur confiance et les amener à investir de l'argent sur des faux projets. Et on va dire que sur plus de 800 cas analysés, les 3/4 des personnes, donc les 3/4 des victimes, ont plus de 50 ans. Oui, puis on peut imaginer malheureusement que ça s'accentue avec l'explosion de l'IA et avec des techniques vidéo de plus en plus perfectionnées. On va parler maintenant de peine de mort au Japon qui est toujours en cours et ça fait un peu plus de 2 ans qu'il n'y a pas eu d'exécution au Japon. Alors on avait déjà évoqué ce sujet quand on vous a parlé en septembre dernier dans notre podcast actualité de l'acquittement de Iwao Hakamada, le boxeur qui était resté le plus longtemps dans le couloir de la mort à la suite de son procès. Un procès en réalité dont on s'est aperçu qu'il était falsifié en fait parce qu'il n'était pas responsable du meurtre pour lequel on l'avait condamné. Ah oui, d'ailleurs, à Gaël, je te coupe, à ce titre, pour rester dans l'actualité du mois de février, l'ancien boxeur compte apparemment intenter une action en justice contre l'État pour diffamation. Et ce, entre autres, pour le fait que le procureur général ait qualifié d'inacceptable la décision de justice qui déclare cet homme non coupable. Donc c'est vrai que les mots sont durs, surtout après avoir passé plus d'une 40aine d'années dans le couloir de la mort où il ne savait jamais du jour au lendemain s'il allait être exécuté. Et en plus de ça, on rappelle que l'homme avait avoué ce meurtre au final, mais parce qu'il avait été torturé, et on qualifie d'ailleurs son interrogatoire d'inhumain. Donc voilà, pour plus de précision, peut-être qu'on en saura plus dans les mois à venir, et puis je te redonne la main, Gaël. Donc ça fait en effet 2 ans et demi que le Japon n'a pas exécuté de prisonniers, parce qu'on rappelle que la peine de mort est toujours en vigueur sur l'archipel nippon. Depuis les années 2000, il y aurait eu 2 pics d'exécution, donc en 2008 et en 2018, avec pour chacune de ces années 15 exécutés. La dernière personne exécutée fut Kato Tomohiro, c'était en 2022, et il avait agressé à l'arme blanche, ce qui avait quand même causé 7 morts et 10 blessés à Tokyo en 2008, donc 14 ans plus tôt. Et c'est seulement en 1998 que le ministère a commencé à communiquer sur le nombre d'exécutions à l'année. Et en septembre 2007, le garde des Sceaux japonais de l'époque a également demandé à ce que le nom de chaque condamné exécuté et son lieu de mise à mort soient publiés. Donc le système judiciaire japonais a connu un changement en 2009 avec l'introduction d'un système de jury populaire. Et les citoyens ordinaires se retrouvent désormais à devoir juger des coupables relevant potentiellement de la peine capitale. Mais ça n'a pas empêché le Japon de décider d'exécuter 13 condamnés en quelques semaines courant 2018, ce qui à l'époque a suscité de vives critiques à l'international, et même d'ailleurs au sein du territoire japonais. Alors au moment où on se parle, fin 2024, il restait encore 106 condamnés dans les couloirs de la mort, et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont être exécutés.
Jingle qui va bien avec l'info que l'on va aborder maintenant puisque l'on va parler de Konbini. À partir du printemps prochain, le rayon librairie de ces commerces de proximité devrait quasiment disparaître. En fait, le distributeur Tohan, qui distribue donc 16 000 Family Mart et environ 14 000 Lawson. Pour cette entreprise, les coûts seraient excessivement trop chers, donc excessivement peu rentables pour tout ce qui est lié à la distribution de magazines et de livres papier. Donc il va commencer une coupe de plus de 10 000 magasins en mars, pour lesquels donc Family Mart et Lawson vont être affectés. Le coût de distribution, l'entreposage aussi coûte trop cher apparemment, et il y a de moins en moins de public qui est adepte du produit imprimé. C'est ce qui expliquerait en partie les coûts. Et vous le savez, le Japon se dépeuple et donc les zones rurales vont forcément être les plus concernées et ça devient un problème de société qui va plus loin que juste le fait de supprimer quelques rayons de librairie au Japon, puisque au Japon, c'est 30% des municipalités japonaises qui ne disposent pas de librairie. Donc c'est un chiffre vraiment très important qui nous vient d'ailleurs de Japan Publishing Industry Foundation for Culture et qui montre bien que là, avec cette décision, les zones rurales vont être complètement les plus affectées par ces décisions et donc auront encore moins d'accès à l'information et à tout autre type de magazine au passage. Et il y a évidemment toujours quelqu'un pour sortir son épingle du jeu, si on dit comme ça, c'est le 7-Eleven qui lui affirme qu'il ne compte rien faire de ce type. Apparemment, seuls les Family Mart et les Lawson pour le moment seraient concernés et 7-Eleven dit bien que l'on pourra acheter son petit chocolat avec son magazine. Égal, on peut attaquer notre partie politique et économie en commençant par un gros morceau d'ailleurs qui va parler des deux sujets, tant des politiques que d'économie. Il s'agit du voyage de Ishiba, donc le premier ministre japonais aux États-Unis, et c'était donc son premier sommet Japon-États-Unis, ça s'est déroulé le 7 février. Et cette date est importante pour le Japon, pour qui cette rencontre avec Donald Trump n'était pas forcément cousue de fil blanc dans un contexte de renforcement militaire de la Chine et de développement d'armes nucléaires et de missiles par la Corée du Nord, que de beaux projets, et des frasques aussi imprévisibles soient-elles de Donald Trump depuis son investiture et son projet résumé à l'Amérique d'abord, America First. Pour le premier ministre japonais Shigeru Ishiba, c'était aussi son premier, donc je disais c'était son premier sommet, mais c'était aussi sa première rencontre avec Donald Trump et l'occasion de confirmer le renforcement de l'alliance États-Unis-Japon. Ishiba ressort de là, j'ai l'impression, plus léger, avec une relation bilatérale qui semble renforcée et en voie de poursuivre ce nouvel âge d'or, comme ils l'appellent tous les deux, de leur relation. Les dirigeants se sont ensuite engagés à renforcer la coopération dans divers domaines comme la défense, l'économie, la technologie, et donc les technologies IA, l'énergie, extraspatiale, etc. L'histoire ne dit pas s'il a pu fumer avec Donald Trump en rapport avec notre pote. Oui, c'est vrai que ce pauvre Ishiba qui a du mal à trouver le temps de fumer, peut-être son voyage a duré seulement 24 heures, donc je ne sais pas. Peut-être qu'il a partagé un cigare avec Trump. Et si on dit qu'il est soulagé du point de vue diplomatique, c'est aussi qu'il y avait des inquiétudes quant à la situation de Taïwan, par exemple, donc du Japon vis-à-vis de Taïwan, avec le fait que la Chine compte récupérer par la force, si nécessaire, ce pays. Et le Japon n'oublie évidemment pas la déclaration conjointe de l'article 5 du traité de sécurité nippon-américain, qui s'applique aux îles Senkaku, qui sont contrôlées par le Japon et revendiquées par la Chine dans la mer de Chine orientale. Cet article oblige les États-Unis à défendre les territoires sous administration japonaise contre toute attaque armée. C'est un article qu'a confirmé Donald Trump. Trump et Ishiba ont affirmé ensuite que l'alliance bilatérale est la pierre angulaire de la paix, de la sécurité et de la prospérité dans la région Indo-Pacifique et au-delà. Et pour citer Donald Trump, les États-Unis sont totalement... Ah, j'ai pas sa voix, Gaël, je vais recommencer. Non, j'y arriverai. Les États-Unis sont totalement engagés dans la sécurité du Japon. Nous allons déployer à 100% la pleine puissance de nos capacités de dissuasion et de défense de notre ami et allié. Donc autant de belles phrases, puisqu'on sait que Trump parle beaucoup. Et on évoquait en podcast Actu, justement, il y a peu, l'augmentation du budget de la défense du Japon qui compte y consacrer 2% de son PIB, pays qui normalement est censé être pacifié, on va dire, pacifiste. En autodéfense seulement. Une carte qu'a pu sortir Ishiba lors de ses entretiens avec Trump, puisque le chef d'État américain avait demandé aux membres de l'OTAN d'augmenter leurs dépenses de défense militaire, et je crois qu'il avait demandé justement que ce soit augmenté de plus de 2%, donc je ne sais pas de quoi ils ont pu parler entre deux cigares. Si on parle de choses un peu plus légères, donc les cadeaux, il est coutume d'offrir
un présent au président ou en tout cas au chef d'État visité, et le premier ministre japonais a offert un casque de samouraï fabriqué par une entreprise, donc l'entreprise Ningyo no Hanafusa, de sa préfecture d'origine Tottori. Donc c'est un casque d'une valeur environ de 1000 €. Et lors de sa visite précédente, enfin en tout cas la visite de 2016 de Shinzo Abe à New York, donc c'était pendant le premier mandat de Trump, le cadeau était un club de golf doré. Donc on sait que M. Trump aime l'or, et apparemment le casque de samouraï c'était en référence à la série Shogun aussi. Au passage, Trump a salué Ishiba comme un futur grand Premier ministre. Alors ça, je sais pas trop quoi en penser, parce que ça, je trouve ça un peu condescendant, ou un futur grand Premier ministre, c'est-à-dire qu'il l'est pas encore, donc je sais pas. Comme il est récent peut-être, mais oui, c'est vrai que Trump il dit beaucoup de choses. Et au sortir de ce voyage de 24 heures aux États-Unis, Ishiba a de quoi se rassurer et rassurer les Japonais en ayant obtenu ce qu'il voulait apparemment, et il montre au passage qu'il sait s'afficher aux côtés de la première puissance mondiale. Et pour autant, on sait que Donald Trump deal, donc il fait souvent des phrases, de grandes phrases on va dire, et récemment il compte remettre des droits de douane de 25% sur l'acier étranger qui arrivera aux États-Unis, et le Japon compte bien négocier ça, puisqu'en fait il y a eu des exemptions de taxes sous Biden, puisque pendant le premier mandat de Trump, si je ne me trompe pas, il avait déjà effectué ces taxes-là, ces de douane, ce qu'avait annulé entre guillemets Biden, et Trump lui vient de s'empresser de rayer ses actes avec son gros marqueur. Donc pour information, l'exportation d'acier en 2024 s'élevait à 2 milliards d'euros, donc l'acier japonais qui va vers les États-Unis. Oui, alors quand il a signé ce décret, en fait, Donald Trump a dit qu'il n'y aurait pas d'exception, et puis dans les minutes qui ont suivi, il a dit en fait il y a une exception pour l'Australie. Je crois que le Canada veut aussi négocier, le Japon, comme tu l'as dit également, parce que c'est quand même des deals assez importants, là, des milliards d'euros, enfin des milliards de dollars en l'occurrence. Il y a cette histoire, on va en parler un petit peu après là, mais justement parce que ça fait partie du deal global entre Nippon Steel et US Steel, donc tout est un petit peu mélangé. Moi, ce qui m'a beaucoup fait rire aussi, que j'ai lu dans la rencontre entre Ishiba et Trump, c'est que justement dans le cadre de cette histoire, en fait Trump a dit que Nissan souhaitait investir dans US Steel, donc il a carrément confondu en fait Nippon Steel et Nissan. Ça montre bien qu'il en a parfois un peu rien à faire des histoires qui sortent des États-Unis. They've agreed to invest heavily in US Steel as opposed to own it, and that sounds very exciting. And we're going to meet with Nissan next week, the head of Nissan, very great company, and they'll work out the details. I'll help. I'll be there to... Autre actualité, on revient au Japon, qui concerne cette fois les étrangers en fait qui souhaitent des visas de résidence au Japon. Eh bien, sachez que les frais d'immigration vont augmenter. Donc ça va être très rapide, parce que dès le 1er avril 2025, les frais de dossier pour les procédures d'immigration destinées, comme on le disait, aux résidents étrangers au Japon vont augmenter assez fortement, autour de 50%. Alors pour citer quelques exemples, les frais de changement de statut de résidence et de renouvellement de la période de séjour vont passer de 4 000 à 6 000 yens, donc 50% d'augmentation, c'est-à-dire à peu près de 25 à 40 €. Les frais de demande de résidence permanente, donc ça c'est quand on a passé assez de temps au Japon et qu'on veut un visa permanent, vont passer de 8 000 à 10 000 yens, c'est-à-dire à peu près de 50 à 65 €. Le certificat d'autorisation d'emploi pour les visas travail va passer lui de 1200 à 2000 yens, donc il va quasiment doubler, de 8 à 13 €, ça c'est si on le fait en personne, ou si on le fait en ligne, ça va être 1600 yens au lieu de 1200, donc environ 11 €. Et donc ces démarches en ligne justement ne devraient pas autant augmenter que les démarches en personne quand on se rend au bureau d'immigration. Alors les tarifs vont augmenter, mais les délais ne seraient pas forcément réduits selon l'agence du service d'immigration qui le dit sans détour. Alors actuellement le renouvellement d'un visa prend entre 1 et 2 mois et les changements de statut de résidence entre 2 et 3 mois. Donc on se demande bien pourquoi ça augmente en fait. Puisqu'on est encore dans notre partie politique, le tribunal de Tokyo a condamné le géant de la publicité Dentsu Group a payé 300 millions de yens d'amende, soit à peu près 1,8 million d'euros, pour trucage d'offres liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo en 2021. Au passage, c'est l'ancien directeur adjoint du département des sports de la filiale principale de Dentsu qui s'appelle Koji Henmi,
est condamné, lui, à 2 ans de prison avec sursis de 4 ans. Pour citer les termes de The Japan Times, selon l'acte d'accusation, Henmi a conspiré avec l'ancien responsable du comité d'organisation et d'autres personnes pour décider à l'avance des gagnants des contrats de planification des épreuves tests des Jeux de Tokyo et de gestion des sites pour les événements de compétition réels en février et juillet 2018. Ils ont également conspiré pour que les seules entreprises présélectionnées participent à l'appel d'offres. Donc je ferme les guillemets, et donc c'est assez clair, hein. D'ailleurs lors du procès, Dentsu a admis avoir truqué les offres pour des contrats d'une valeur de plus de 500 millions de yens. Donc cette histoire ne date pas d'hier, puisque Dentsu est ici la 3e entreprise sur 6 condamnée pour cette histoire de trucage d'offres. Alors on va parler maintenant de voitures avec 2 news. La première, c'est Toyota qui se porte très très bien. On parle régulièrement de la difficulté des entreprises japonaises à faire face à la concurrence mondiale et au contexte international, mais c'est pas le cas de Toyota, qui a un superbe bilan et il se place en haut du podium mondial en termes du nombre de véhicules vendus en 2024. Et c'est la 5e fois consécutive que c'est le cas. Toyota a vendu plus de véhicules que tous ses autres concurrents mondiaux. Donc dans les faits, il y a eu 10,8 millions de véhicules vendus en 2024. Le deuxième constructeur, c'est le groupe Volkswagen, les Allemands, qui ont vendu 9 millions. Et en troisième, les Coréens du Sud de Hyundai, qui en ont vendu 7,2 millions. Alors où sont les Chinois, me demanderas-tu, Charlie? Eh bien, représenté par le groupe BYD, il a pour la première fois dépassé d'autres pointures japonaises comme Honda, Nissan et Suzuki. Mais la firme chinoise a fait plus 40% de ventes en un an et a atteint quand même 4,2 millions de véhicules vendus. Donc il n'est pas impossible que dans quelques années, il atteigne le podium. Alors cependant, tout n'est pas rose pour Toyota, et on en avait déjà parlé en fait dans notre podcast Actu. Ces ventes d'unités ont quand même chuté de 1,4% par rapport à 2023, c'est pas énorme, mais c'est surtout dû au scandale de certification de véhicules, un scandale dans lequel Toyota a admis ne pas avoir entièrement respecté les normes gouvernementales en matière de tests. Et les ventes nationales de la marque ont, elles, chuté de 13,8%, ce qui est quand même assez conséquent. Alors de façon générale, c'est la production mondiale qui a chuté de 7,8% et Toyota s'en sort pas trop mal parce qu'elle a seulement chuté de 5,1% pour ce qui les concerne. Oui, c'est vrai que dans cette section économie, Gaël, on parle souvent de véhicules, donc de vente de voitures souvent, mais en fait c'est aussi le reflet de l'économie japonaise et de son rayonnement à l'international, de sa puissance économique et industrielle. Et d'ailleurs c'est aussi là où se jouent des conflits, ou dès qu'il y a des conflits d'intérêts ou autres, ça se joue aussi sur ce type d'entreprise. Et on parlera d'ailleurs, là tu vas nous en parler, de la fusion de Honda par exemple avec Nissan. Et oui, il y a des gros enjeux financiers, et là c'est un petit peu la surprise, je ne l'avais pas forcément vu venir, parce que c'était quand même une annonce assez choc, la fusion de Honda et Nissan qui a été faite il y a même pas 2 mois. Et bien surprise, c'est terminé pour cette fusion, tout simplement, entre les deux groupes. Alors cette fusion entre Honda et Nissan aurait pu donner naissance au 3e groupe automobile mondial. Eh bien on apprend que ce projet est annulé. Alors Nissan, comme on le savait, donc étant en grande difficulté, c'est un petit peu la suite, les conséquences de l'affaire Carlos Ghosn qui a eu lieu juste avant le Covid. Son bénéfice a chuté de 90% entre avril et septembre. Et en fait, elle n'a pas su montrer à Honda sa capacité à se redresser suffisamment vite. En effet, c'était une des conditions de l'accord. Et bien que des mesures aient été présentées, par exemple réduire de 20% la capacité de production mondiale, supprimer 9000 postes, eh bien cela n'a pas suffi à convaincre Honda. Honda avait proposé à Nissan de faire du 3e constructeur automobile japonais sa filiale, mais c'est une idée qui s'écarte trop du plan initial d'intégration, dans lequel il était prévu qu'une société holding en 2026 regroupe les deux grandes marques. Et cette idée de faire de Nissan une filiale de Honda a suscité une forte résistance au sein de Nissan. On sait qu'ils ont un top management qui est un petit peu, je ne vais pas dire à l'ancienne, mais voilà, ce qui fait que ça n'a pas fonctionné. Donc l'agence Kyodo nous dit que l'intégration prévue visait à réduire les coûts et alléger le fardeau financier croissant du développement des véhicules électriques et des logiciels pour concurrencer des rivaux mondiaux tels que Tesla et le chinois BYD. Et Tesla d'ailleurs qui a des ventes également en chute très importantes, mais peut-être plutôt liées à des frasques politiques d'Elon Musk. Et tu parlais de Carlos Ghosn, il me semble que quand on avait évoqué cette fusion, Carlos Ghosn s'était empressé de dire que ça fonctionnerait pas, il me semble, on avait dû en parler, et apparemment ça n'a pas fonctionné.
Et enfin, pour clôturer cette partie sur la politique et l'économie japonaise, le record lié aux exportations de produits agricoles, piscicoles et les produits liés à la sylviculture. Ces produits-là ont augmenté en termes d'exportation de 3,7% en 2024 pour atteindre 9 milliards d'euros. Et c'est un record encore une fois pour le Japon. Ceci s'explique du fait de l'engouement vis-à-vis de la cuisine japonaise et de plus largement asiatique, puisqu'il y a des produits asiatiques qui vont être préparés à base de produits faits au Japon, par exemple des sauces soja. Le Japon compte renforcer ses exportations agricoles et aussi l'exportation de ses fruits de mer. Ça lui permet aussi d'établir un peu plus son soft power, donc le fait de partager et de diffuser sa culture à l'étranger et de faire face aussi à la crise démographique, puisqu'il y a de moins en moins de gens pour travailler, en tout cas pour peut-être produire du PIB sur place, peut-être on va dire, et donc les exportations vont pouvoir renflouer les caisses, on va dire. Après la publication des résultats, le ministre de l'Agriculture Taku Eto a déclaré lors d'une conférence de presse que l'objectif était un obstacle élevé mais en aucun cas impossible à atteindre s'il continue à développer la production. Donc en fonction des besoins du marché de chaque pays, ils vont essayer de s'adapter. Les États-Unis, il faut le savoir, c'est le premier marché de ces exportations. Et ça a représenté d'ailleurs 20% des exportations japonaises, toujours dans la partie produits agricoles et fruits de mer évidemment, avec par exemple le succès du bœuf, du saké et aussi des coquilles Saint-Jacques. S'il est suivi de près le marché des États-Unis par Hong Kong et Taïwan. On note que ce record arrive aussi alors que les exportations vers la Chine ont drastiquement chuté de 30% environ du fait de l'interdiction d'importation de fruits de mer. Et accrochez-vous, mais ça on le savait, hein, ça ne date pas d'hier, suite au rejet des eaux usées radioactives traitées dans la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Et donc la part des fruits de mer a chuté d'elle de 90% pour ces exportations. Et enfin, on pourrait terminer avec le thé vert qui lui a augmenté de près de 25% en termes d'exportation aussi à l'étranger, le matcha gagnant des marchés notamment sur le sol européen, et tout le monde est de plus en plus fan des matcha latte par exemple. Merci Instagram. Oui. Alors notre dernière rubrique, c'est la rubrique pop culture, comme tu le disais tout à l'heure Charlie. On va parler de choses un peu plus légères, enfin quoique, parce que les gamers ont été un petit peu échaudés en ce mois de février. En effet, au début du mois, le PSN, donc le PlayStation Network, a cessé de fonctionner pendant 24 heures. Alors qu'est-ce que le PSN? En fait, ça permet d'accéder aux fonctionnalités en ligne de la PS5 et de la PS4. Donc c'est un service par abonnement, un service payant, et qui permet aux joueurs et aux joueuses de jouer en ligne, entre autres choses, c'est-à-dire aller jouer en multijoueur, d'aller se connecter à la boutique PlayStation, de se connecter à son compte en ligne, de voir des vidéos, et surtout, ça permet de lancer les jeux dématérialisés. Et ça, si la PS5 n'est pas enregistrée comme console principale, il n'y a plus de jeux, tout simplement. Voilà, une panne du PSN, ça veut dire que les jeux que vous avez achetés, vous pouvez plus y jouer. Ça, j'y avais pas pensé, mais parce que ça m'est arrivé d'en prendre en dématérialisé, Black Myth Wukong par exemple, et je ne savais pas que en démat, même si moi je joue pas en ligne par exemple, je pensais pas que ça couperait l'accès. Alors il faut savoir en fait que tu n'achètes pas le jeu, tu achètes une licence de jouer au jeu. C'est un petit peu tout le débat entre le physique et le démat. C'est que oui, effectivement, tu achètes une licence, et si l'éditeur, en l'occurrence Sony ou l'éditeur du jeu, si le distributeur, en l'occurrence Sony ou l'éditeur du jeu, décide de révoquer la licence, même si tu as payé, ils peuvent te couper l'accès et tu n'as plus accès au jeu. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Donc pendant 24 heures, il n'y a plus eu de PSN. C'était en plus pendant un début de week-end, je crois. Donc il y a beaucoup de gens qui avaient envie de se délasser, je pense, de leur semaine, et qui n'ont plus pu accéder au PlayStation Network, et qui ont dû beaucoup râler, et on les comprend. En compensation de ce désagrément, Sony offre à ses membres payants une petite extension d'abonnement, je crois que c'est 5 jours, et a même posté sur X le message suivant, donc le lendemain du rétablissement. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée, nous remercions la communauté pour sa patience, et tous les membres du PlayStation Plus recevront automatiquement 5 jours de service supplémentaires. Donc au moment où on enregistre, Sony a évoqué le problème, mais sans non plus trop en dire. On ne sait pas s'il s'agit d'un piratage, d'un problème du stagiaire qui a appuyé sur un mauvais bouton, ce qui a encore plus frustré les joueuses et les joueurs de chez PlayStation. Alors pour ceux qui connaissent pas bien le PSN, imaginez un instant que Netflix tombe en rade pendant 24 heures, et vous comprendrez aisément pourquoi ça a suscité une levée de bouclier.
Et on comprend aussi la crainte des membres du PlayStation Plus parce que en 2011, alors ça date pas d'hier, mais il y avait eu une panne assez similaire qui était liée, elle, à un piratage et qui avait quand même duré quasiment un mois en fait, donc du 20 avril au 15 mai, et je me souviens un peu de cette histoire. J'avais pas forcément été très concerné directement, mais je sais que c'était assez dur parce que ça avait duré vraiment très longtemps sans qu'on puisse accéder au PlayStation Network. Donc c'est vrai que sans rentrer dans ce débat des maths physiques, quand vous achetez un jeu physique, vous lancez le disque et puis vous pouvez y jouer quand vous voulez, même en étant déconnecté. Par contre, le jeu dématérialisé, ça vient aussi avec certaines contraintes, comme on le disait, l'histoire de licence. Histoire que si le mode de distribution en tout cas ne fonctionne pas, parce que ça reste des serveurs, donc ça peut planter, et bien vous n'avez plus accès à votre jeu pendant une période qui peut être assez longue. Et dernière news sur la pop culture japonaise, on a fait un peu plus court pour ce mois-ci. On va parler de One Piece, puisque One Piece a sa propre salle. En tout cas, il y a une salle de fitness qui utilise son nom, donc One Piece Fitness Bragman. Alors Bragman, ça peut signifier les hommes qui se la pètent, les hommes vantards. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus d'où ça vient, puisque j'ai cru comprendre que tu étais un grand connaisseur de One Piece. Alors pas tant que ça, mais ça me disait quelque chose, donc je viens de vérifier là pendant l'enregistrement, et en fait c'est un livre d'aventure, un roman en fait dans la diégèse de One Piece, et c'est un livre qui contient notamment des informations sur Little Garden, qui est l'île des géants dans One Piece. Merci de nous avoir éclairé, Gaël. C'est pas un nom trouvé au hasard. Et donc ce centre de fitness est un centre de remise en forme sur le thème de One Piece dans le quartier de Shibuya à Tokyo, et il a poussé en 2023. Vous pourriez regarder quelques photos sur internet par exemple. La salle, elle se prépare à accueillir un événement de bodybuilding, donc un concours de musculation. Et oui, je reviens sur les photos, c'est assez drôle puisque donc, toute la déco évidemment à la japonaise fait honneur à One Piece dedans. Et donc, comme je disais, la salle se prépare à accueillir un concours de bodybuilding, et cet event, il s'appelle le One Piece Body Make Contest. Donc l'objectif, c'est d'obtenir le corps musclé de Luffy, et les participants doivent porter un short en jean, un chapeau de paille. Vous l'aurez compris, le but c'est de ressembler le plus possible à Luffy. Le jugement, il va se baser sur deux plans, donc la thématique One Piece par rapport à la pose, à la capacité à reproduire l'apparence et les mimiques de Luffy, et enfin la création corporelle comme ils appellent, donc liée au culturisme, avoir du volume, du tonus musculaire, la propreté de la peau, des cheveux, ainsi que la beauté du sourire du candidat. Et les participants doivent proposer pour être sélectionnés 6 photos, dont une pose de charge spirituelle et la pose Gomu Gomu Gatling. Et les candidats, eux, ont jusqu'au 30 avril pour tenter leur chance, et les sélectionnés vont s'affronter le 1er juin dans la ville de Kawasaki, au sud de la ville de Tokyo, et pourront s'entraîner gratuitement dans la salle de gym jusqu'à la veille de cette finale. C'est assez rigolo parce qu'en fait One Piece, dans One Piece, Luffy c'est vraiment pas le personnage le plus baraque. En fait il est très sec, il est musclé évidemment, mais très très sec, il est vraiment pas épais. Donc là j'imagine qu'on va avoir des messieurs qui vont avoir les shorts qui vont bien leur serrer les cuisses. Donc ça risque d'être assez rigolo à voir. Rien que les photos, pour expliquer les types de poses à faire, le mannequin qui est dessus, il a des épaules gigantesques, alors que c'est pas du tout le cas de Luffy. Alors si vous partez au Japon en 2025, il est encore et toujours temps de réserver vos yens. Il est toujours très intéressant, même si il s'est un petit peu apprécié. Il est à 160 yens environ pour 1 euro au moment où on enregistre. Ce qui est toujours un super score qu'on a depuis quand même quelques mois. Donc même si on n'est plus au record, autour de 170, même 175 yens pour 1 euro, qu'on a eu très ponctuellement il y a quelques mois, là on est vraiment encore et toujours dans une phase super intéressante comparativement aux 15 dernières années. Donc réservez encore et toujours vos yens. Si vous allez partir au Japon cette année, vous pouvez le faire depuis Kanpai. On a plusieurs partenaires de confiance avec lesquels vous pouvez travailler, donc commander vos yens directement sur internet avec une livraison évidemment entièrement sécurisée. Alors au moment où on enregistre ce podcast, on n'a pas encore les chiffres de fréquentation touristique du mois de janvier, mais on peut s'attendre à ce qu'il soit plus important que le mois de janvier 2024, parce qu'on était encore dans une phase de reconstruction, on était peut-être sur la fin, on va dire, de la reprise touristique. Donc on peut imaginer que l'on soit autour des 3 millions de voyageurs en janvier 2025. Encore une fois, on n'a pas l'info au moment où on enregistre, mais on ne manquera pas de vous tenir au courant dans le prochain podcast Actu de fin mars, début avril, pour le podcast Actu du mois de mars.
En termes d'événements, en mars au Japon, donc on va fêter au début du mois, le 3 mars, le lundi 3 mars, Hinamatsuri, qui est le festival des petites filles au Japon. Donc vous allez voir plein de décorations dans les rues japonaises, des poupées, c'est très sympa. Ensuite, on va fêter White Day, donc le 14 mars, qui est un mois après la Saint-Valentin, la réponse japonaise. Donc ce sont les hommes qui répondent aux femmes qui leur ont offert des chocolats pour la Saint-Valentin. Et puis en fin de mois, évidemment, c'est la période des sakura, donc les cerisiers en fleurs, qui débutent alors non pas le 21 mars, autour de cette date-là, Charlie, vous avez donné les dates prévisionnelles, on va être probablement au démarrage autour du 15-20 mars, et puis ça dépendra de la météo des semaines à venir. Et puis ces informations, vous retrouverez un condensé dans notre podcast que l'on va sortir aussi avec Marjorie, le podcast voyage dédié au mois de mars. Par exemple, pour les poupées, on va vous en dire un petit peu plus pour cet événement, pour le White Day aussi, etc. Et puis des sakura, bien que l'on vous encourage à suivre notre article qui met à jour les dates au fur et à mesure des prévisions. Donc le podcast sur Mars, je crois qu'il est publié dans une semaine, c'est ça Charlie ? Ouais, exact. Et comme d'habitude, pour résumer les podcasts passés et à venir, nous avons le 5 février diffusé le podcast Voyage qui concernait le mois de février. Le 12 février, nous avons diffusé l'interview de Dan Béraud qui est responsable d'Iliphoné, qui entre autres gère le magazine Zoom Japon, un magazine que l'on affectionne particulièrement ici à Kanpai. Destination de cœur évoquée avec Kelly et Marjorie pour notre podcast Destination qui était donc dédié à Miyajima et le podcast Actu que vous écoutez actuellement. Concernant le mois de mars, nous allons aborder pour le podcast Voyage le mois de mars, ça sera diffusé le 5 mars prochain. Côté interview, tu vas interviewer Guillaume qui est un parent guide au Japon, qui est un parent du coup d'enfants mixtes, donc qui sont ados aujourd'hui, donc il va nous raconter aussi cette parentalité et puis élever des enfants métis au Japon. Ça ce sera le 12 mars, ce sera hyper intéressant. Nous avons un podcast spécial pour les 25 ans de Kanpai, notre anniversaire, donc on le diffusera quelques jours avant cet anniversaire Gaël, ce sera le 19 mars. Et enfin on terminera avec en destination Kanazawa le 26 mars prochain. Alors en termes d'articles publiés, on a fini le mois de janvier, le 30 janvier avec une présentation du Nagahama Bombay Ten, qui est une grande exposition de bonsaï de fleurs, de pruniers, donc c'est assez impressionnant. Ça se déroule au bord du lac Biwa, donc pas loin de Kyoto. Ensuite, on vous a fait un long article, alors on l'a publié un peu tard par rapport à ce qu'on souhaitait, mais vous pouvez quand même le consulter. Marjorie a mis beaucoup de temps à écrire cet article « Que visiter au Japon en 2025 ». Donc ça vous permet de vous préparer sur votre voyage de l'année, en fait, avec tous les événements, les bons plans, les nouvelles sorties, les ouvertures, etc. Donc un long article très intéressant. Ensuite, du côté de Tokyo, on vous a présenté le flagship store, donc le magasin principal de Uniqlo, donc la fameuse marque Uniqlo, comme on dit de ce côté-là du globe, à Tokyo, donc le magasin principal, très grand magasin. Kelly vous a rédigé un très long article également sur le fugu, ce fameux poisson tueur. Essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de légendes autour de ça, donc pour vous présenter un petit peu de manière un petit peu plus factuelle ce fameux poisson, donc que vous pouvez goûter quand vous irez au Japon. Ensuite, on vous a présenté le jardin botanique Makino, qui se trouve sur l'île de Shikoku. Magnifique jardin très très vaste, avec beaucoup de fleurs et de plantes. Ensuite, alors c'est un peu tard peut-être, on aurait aimé le publier il y a plus longtemps, mais on a eu le temps et vous l'avez attendu, et cette fois-ci il est enfin là, l'article sur le ski au Japon, car le Japon est une superbe destination pour le ski avec une poudreuse de très très bonne qualité. Donc on a écrit un long article avec nos photos pour vous présenter un petit peu ce sport d'hiver au Japon. Ensuite, une maison de samouraï donc, qui se trouve à Kakunodate, donc à Akita, dans le Tohoku, donc le nord du Japon, une maison de samouraï Aoyagi, que vous pouvez aller visiter si vous êtes dans cette région. Ensuite, on est revenu du côté de Nagahama, justement pour vous présenter cette ville au bord du lac Biwa. Et enfin, pour finir le mois de février, on vous a présenté, de retour à Kakunodate, le restaurant de Tsukemono, donc le Shokudo Inaho, un restaurant avec des spécialités locales et des condiments traditionnels, donc ces fameux Tsukemono qui se trouvent au nord du Japon.
Eh bien, Gaël, il est temps pour nous de vous quitter pour ce format actualité. Toute l'équipe Campai vous remercie chaleureusement pour votre écoute, pour vos commentaires, vos notations, vos partages sur les réseaux sociaux. Donc, on vous remercie encore vraiment beaucoup pour ça. Comme on le dit à chaque fois, c'est ça qui fait notre publicité. Et n'hésitez pas donc à liker, partager avec votre entourage, vous abonner à la newsletter aussi peut-être de Campai. Comme ça, vous êtes au courant des articles justement que tu viens de citer et des podcasts qui sortent. Et donc, on se retrouve le mois prochain pour les actus du mois, Gaël. Et en attendant, vous pouvez écouter tous nos autres formats d'émissions, interviews, voyages, destinations sur vos plateformes de streaming préférées, sur YouTube également. Et puis on met tout ça à jour sur les réseaux sociaux. Donc merci encore Gaël pour le temps pour ce podcast Actu et je te dis à très bientôt. Merci Charlie et merci à tout le monde pour vos écoutes. Au revoir. Au revoir. Retrouvez plus d'actualités Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Campai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.